Ensemble, amenons Backseat toujours plus loin. 1 euro de chaque spectateur permettrait de financer une saison entière tout en vous offrant une émission de qualité réalisée par des professionnels en rémunérant légitimement toute l'équipe. Soutenez-nous avec un don, ponctuel ou régulier, ou en achetant sur notre shop pour une expérience inédite. Pour 5 euros seulement, vous pourrez savourer votre VOD en avance sur Utip, explorer les coulisses sur le salon Fire Tipper du Discord et tenter de gagner un siège dans le public de Backseat. Si vous voulez être sûr de me retrouver en compagnie de tous les autres chaque jeudi, rendez-vous sur Utip grâce au lien dans la description. Merci à vous les amis, je vous laisse avec votre VOD. Bonsoir le public, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Backseat. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à vous sur le chat sur Twitch, bonsoir si vous nous rejoignez actuellement, bonsoir à vous aussi. Si vous nous regardez en replay sur YouTube ou si vous nous écoutez en podcast, je suis très heureux de vous accueillir dans cette émission exceptionnelle. Et comme tous les jeudis, on va commencer par un before de Backseat, un before spécial, au cours duquel on a décidé ce soir d'aborder un sujet qui nous concerne nous directement, en tout cas moi directement. On va parler des influenceurs, puisqu'il y a des législations qui sont en cours de discussion. Il est en train de se passer des trucs du côté de l'influence. Et on va en parler ce soir et on accueille sur ce plateau Karine Fernandez. Bonsoir Karine. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Avec le plateau plaisir. de Backseat. Karine, toi tu es fondatrice d'une agence qui s'appelle Point d'Orgue, Oui. et tu es la présidente d'un syndicat qui s'appelle l'UMIC, UMICC. Ça veut dire quoi d'ailleurs UMI, Union de quoi ? Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. Merci. Ok, donc c'est l'UMIC, cette organisation dont tu vas nous parler. Et je ne suis pas tout seul pour ce before, je suis accompagné de Vincent. Salut, merci de m'accueillir plus de 10 minutes en plateau. J'ai monté en grade. Vincent, t'es journaliste, t'es spécialisé du monde de l'influence et de la création de contenu sur Internet. Donc je t'ai demandé cette semaine exceptionnellement de m'accompagner sur ce before pour discuter aussi avec toi de tous ces sujets absolument fascinants. C'est un before un peu particulier. On va avoir beaucoup de très belles personnes avec toi, Karine, ce soir, avec qui on va discuter. On aura des députés tout à l'heure qui sont en train de faire adopter une proposition de loi pour encadrer et réguler l'influence. On va avoir des influenceurs aussi qui vont nous rejoindre pour parler de ces sujets. Et ensuite, vous retrouverez votre émission Backseat comme d'habitude. Karine, vous avez fondé, pas toute seule du coup, ce syndicat, cette organisation qui s'appelle... Alors, fédération, explique-nous du coup, c'est quoi votre but ? C'est quoi cet orga ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin d'année dernière, on voyait partout sur les réseaux les dérives autour des influx voleurs, etc. Ah ouais. Et on voyait énormément pointer du doigt des arnaques, des promotions frauduleuses, des propositions d'injection un peu cheloues dans des chambres sombres. Et en fait, on ne se reconnaissait pas là-dedans. Moi, ça fait 8 ans que j'ai monté mon agence. Je travaille aussi avec d'autres agences qui ont été montées depuis à peu près 8-10 ans. Plein de créateurs, aussi comme tu peux l'être toi, qui se développent sur plein de réseaux et qui ont fédéré une communauté parce que les gens les aiment bien. Ouais. Et pas parce qu'ils ont fait une émission télé un peu bizarre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... On n'a plus de lumière sur le plateau, mais ça va reviendre. Hein. Joyeuse à... Non, mais ça va se rallumer, vous inquiétez pas. C'est vraiment mon anniversaire J'adore. en plus. En même temps, c'est un podcast aussi un peu. C'est ton anniv aujourd'hui ? Non, Excuse-nous, Karine, hein, t'étais en train J'aurais dû de... prévenir, c'était le mien. T'étais en train de nous parler de... Qu'est-ce qui se passe ? C'est une mise à jour... Je suis sûr que c'est une mise à jour Windows. La console s'est éteinte, j'adore. J'adore. Bon, j'en profite pour vous teaser cette émission exceptionnelle ce soir. On va évidemment parler de la réforme des retraites. On va recevoir en deuxième partie d'émission notre invité politique ce soir. Ce sera Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, le premier syndicat de France chez les travailleurs du privé et ambianceur de cette journée de mobilisation. Donc, il sera là dans la deuxième partie d'émission pour nous parler. Je continue à meubler en faisant semblant de dire des trucs. C'est le stream Ikea, on adore. Regardez comment c'est beau en vrai. C'est vrai ce que c'est beau. profil. on dirait des témoignages anonymes là. Oui, c'est ça. Karine, t'as voulu témoigner, on trafique ta voix. Non, mais non, ça avait commencé de façon trop sérieuse, de toute façon, cette émission. Il fallait que ça déconne, hein, parce que voilà. Je peux dénoncer tout ce que j'ai à dénoncer maintenant qu'on me Ah voit pas. dénonce, personne te voit, personne ne saura que c'est toi qui l'as dit. Vas-y, Karine, hein, si t'as des messages à faire passer. D'ailleurs, Non, je vends une 206 si ça intéresse quelqu'un. C'est la CGT. Oh, t'imagines ? Non, c'est pas le cas.
littéralement une console qui s'est éteinte. Il n'y a pas de... Voilà. Non, tu vois, dans le genre, on a eu toutes les merdes sur Backseat, celle-là toujours pas, tu vois, c'est une première. On l'a eu ce soir, ça y est, la console qui s'éteint. Ça y est, ça commence à se rallumer petit à petit. Oui. Oh On peut... Comme par hasard, c'est toi qui as rallumé en premier, mais on se parle. C'est Booba ou Magali Berda qui a éteint la lumière. Oh, tout de suite. Voilà, ça se rallume. En plus, ils font ça petit à petit, t'as vu? C'est vachement bien fait. C'est un peu, ouais. Donc voilà, vous n'avez rien vu, je crois que les gens qui... Ça pique, hein. Ah là, j'ai vu la lumière. T'as vu la lumière, c'est bon, tu l'as. Là, on la voit, là. Donc je pense que les gens qui écoutent le podcast n'ont rien compris à ce qui vient de se passer. Et voilà, on a juste eu une coupure lumière sur le plateau, mais on va pouvoir reprendre comme si de rien n'était, finalement, en décontraction totale. Karine, tu étais en train de nous expliquer votre volonté de créer ce rassemblement, cette fédération de créateurs de contenu. Oui, en fait, donc, comme je l'expliquais, on est nombreux à travailler dans ce secteur depuis bien longtemps. Beaucoup de créateurs de contenu travaillent là sainement depuis très longtemps aussi. On ne se reconnaissait pas du tout dans ce qui était dénoncé et en fait, on en avait marre que par amalgame, on puisse se dire « Ah, bah donc, est-ce que c'est ça le marketing d'influence? Est-ce que c'est des gens qui font du dropshipping toute la journée qui parlent de tout et de rien ?» Parce qu'en fait, là, tu n'as pas prononcé les mots qui fâchent, mais en fait, tu fais référence à l'actualité de ces derniers mois autour de Magali Berda Exactement. et de Booba, etc. On parle de ça, de cet événement-là médiatique. Voilà. Ouais. En fait, par définition, ça fait beaucoup de bruit et tant mieux. En fait, on était les premiers contents à la base de se dire « Ah bon, bah tant mieux que pour une fois, on le voyait depuis longtemps, mais pour une fois, c'était dénoncé, donc tant mieux. » Mais le petit effet de bord, c'est que je pense que si on demandait à tout à chacun dans la rue c'est quoi pour toi une agence dans l'influence, c'est quoi pour toi un influenceur, les réponses, elles ne nous plaisaient pas trop, quoi. En général, c'était tout orienté vers ces mêmes personnes. Donc, on s'est dit, il est temps de se regrouper. Pourtant, on est concurrents dans la vie, on se tape dessus avec des bâtons et on se fait la guerre. Mais là, on s'est dit, il était temps de se regrouper et puis de montrer que c'est pas que ça et de prendre la parole avec les pouvoirs publics pour leur expliquer, nous, ce qu'on a vu. Et aussi les alerter sur le fait de faire peut-être attention sur la manière dont ils vont imaginer cette loi. Notre peur à la base, c'était ça. C'était qu'ils veuillent lutter spécifiquement contre ces quelques dizaines, comme ils disent, de brebis galeuses, mais qu'en voulant le faire, ça impacte tous les autres, sans pour autant régler le problème de ceux qui font les problèmes au départ. On va en parler avec les députés dont tu parles. Il s'agit d'Arthur Delaporte et Stéphane Vogetta qui seront sur notre plateau tout à l'heure dans 30 minutes pour en parler. Vincent, ce syndicat, c'est pas la première fois qu'on a un syndicat qui pop sur le sujet. Oui, c'est vrai qu'il y avait déjà eu la guilde des vidéastes qui existe encore, mais qui connaît des problèmes dernièrement. Et puis c'est vrai que c'est pas la première initiative qui se met en place. Et puis il y a aussi en ce moment Magali Berda qui lance son initiative à elle aussi. Ouais. Par rapport à ça, comment peut-être vous vous positionnez aussi? Parce que c'est une réponse, forcément, elle a été mise à l'écart des discussions à Bercy, ce genre de choses, donc elle a voulu faire les choses un peu dans son coin. Par rapport à ça, comment vous réagissez à l'UMIC, le fait d'avoir cette autre organisation? Nous, on pense que chacun peut créer sa fédération, hein. On n'est personne pour empêcher quelqu'un de s'en créer un. Bon, on a été un peu étonnés parce que forcément, nous, on a été dans une position où on s'est dit on se retrouve tous là à peut-être finir punis au global par rapport à des dérives qui viennent quasiment toutes de la même direction. Donc on était un peu surpris. Puis d'un autre côté, on s'est dit que au final, même si au moins un créateur devient plus vertueux grâce à cette nouvelle fédération... tant mieux, c'est toujours ça de prix. Il y a plein d'objectifs que tu nous as que as évoqués en parlant de cette fédération. Tu as parlé des évolutions législatives et de la réglementation, tu as parlé des pratiques des influenceurs eux-mêmes. Vous vous fixez quand même pas mal d'objectifs pour une jeune fédération. Vous êtes déjà un interlocuteur des pouvoirs publics? Oui, vraiment, là pour le coup, on s'est senti très écoutés tout de suite. Ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre dernier, on était plusieurs agences du secteur à être invitées autour de la table pour discuter avec Bercy. Bercy, c'est le ministère des Finances. Le ministère des Finances, qui se posait la question qui voulait comprendre comment on fonctionne pour savoir dans quelle direction aller. Donc c'était déjà apprécié. Et au final, on était les 7 agences qui ont fondé l'UMIC, invitées à la base autour de la table pour donner notre avis en tant que, on va dire, pour le pôle des agences. Ouais. Et puis il y avait la DGCCRF, donc la répression des fraudes, qui était autour de la table aussi, et plein d'autres acteurs. Et en fait, on s'est dit, mais on va pas parler les 7 et chacun donner nos idées à l'arrache et faire le truc inaudible de réunion en réunion. Donc ça nous a en plus permis de nous mettre d'accord en off et d'essayer de voir si on avait un peu la même vision du truc. Et c'était le cas. Donc du coup, les réunions étaient forcément plus constructives. Ouais. Et on s'est senti, franchement, on s'est senti écoutés, compris. Et je pense que Bercy voulait pas...
Bercy voulait montrer qu'ils étaient dans une... Voilà, ils savaient qu'il y avait un problème, mais que c'était pas forcément nous non plus. Et voulaient comprendre pour éviter d'avoir des effets de bord, quoi. On va définir un peu les mots qu'on utilise, parce que j'ai utilisé le mot syndicat, mais on va recevoir Laurent Berger tout à l'heure. C'est particulier, un syndicat dans organisation de travailleurs. Tu utilises le mot agence. Votre organisation, elle fédère aussi des agences, pas que des créateurs de contenu. C'est ça. C'est un peu particulier. Alors, à la base, c'était donc à l'initiative d'agences. Mais nous, on veut représenter les différents acteurs du secteur. Donc, ça va être, par exemple, des agences qui représentent des créateurs. Ça va être des agences qui font que de l'influence, mais qui n'ont pas de créateurs, par exemple. Ça existe aussi. Ça peut être des agences de communication qui font un peu d'influence. Ça peut être des plateformes. Il existe des plateformes qui regroupent plein de nanos, de tout petits influenceurs et qui permettent la mise en relation, donc elles peuvent en faire partie. Et bien sûr, les créateurs de contenu de toute taille. L'objectif, en fait, c'est... On sait que, je crois, 3% à peu près des créateurs de contenu ont une agence, donc c'est vraiment rien. C'est très peu. Il y en a 150 000 en France de créateurs de contenu tout petits et plus gros. Donc l'objectif, c'est que pour les petits, puis ceux qui veulent se lancer, parce que tout le monde peut se lancer sur les réseaux aujourd'hui, qu'ils puissent avoir le droit de se faire représenter et surtout de savoir leurs droits et devoirs facilement. Donc c'est à ça qu'on a envie de contribuer. C'est effectivement davantage une fédération professionnelle. Exactement, on utilise le terme fédération. Exactement. D'ailleurs, on est en ligne avec Arthur Bocheron. Arthur, est-ce que tu m'entends? Salut Arthur. Bonjour, oui, je vous entends très bien, parfait. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous sur le plateau de Backseat. Arthur, toi tu es créateur, tu es sur TikTok, tu te présentes comme un gars en fauteuil qui roule en essayant de changer la mentalité des gens. C'est comme ça que tu te définis. Exactement. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Raconte-nous un peu. Alors moi, ça fait depuis 2020, depuis le confinement, je me suis lancé sur TikTok. Au début, je pensais pas que ça allait marcher parce que pour moi, TikTok c'était soit des gens avec des abdos qui dansaient sur des sons et donc forcément pas moi, ou soit des lip-sync. Et donc je me suis dit, est-ce que j'ai ma place sur cette application? Et donc j'ai commencé à me lancer dessus pendant le confinement. J'avais regardé toutes les séries Netflix possibles et inimaginables. J'avais appelé tous mes potes. J'avais plus rien à faire et je voyais que justement TikTok ça commençait à prendre de plus en plus d'ampleur. Et donc j'ai commencé et j'ai t'as percé, vas-y dis-le. Non mais dis-le, t'as percé. Non mais on a commencé à me poser des questions sur le handicap et donc il y a une fonctionnalité sur TikTok où on peut répondre aux commentaires en vidéo. Et c'est ce que j'ai commencé à faire en répondant à des questions toutes simples. Comment tu vas à la piscine? Est-ce que tu peux prendre l'avion? Comment tu vas aux toilettes? Et des choses que les jeunes ne savaient pas forcément. Et le succès, ça a aussi montré la malinformation des gens par rapport à ça et des jeunes. Donc c'est cool. T'as rejoint toi l'UMIC, c'est pour ça qu'on voulait t'interroger aussi aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre une fédération, une organisation? À quel moment t'as ressenti ce besoin ou cette envie? Alors moi, c'est Karine qui m'en a parlé en m'évoquant le pourquoi du comment ça avait été créé. Et c'est vrai que j'entendais de plus en plus parler de cette mauvaise image des influenceurs, de ce côté arnaque. Et c'est vrai que moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie qu'on pense de moi, et comme beaucoup de créateurs. C'est vrai que moi, je suis là pour faire passer mon message, pour essayer d'éduquer au maximum les gens, de leur apprendre des choses. Et voilà, et les collaborations que je fais avec Karine, c'est des collaborations qui sont, réfléchies et travaillées et qui ont un sens. Je vais pas me mettre à vendre du thé, c'est toujours quelque chose qui a... Non, c'est sûr quelque chose qui a un sens avec ce que je fais voilà. Vincent. Oui, salut. Moi, j'avais une question simplement un petit peu sur les besoins que tu as ressentis en termes d'accompagnement quand tu as commencé, quand tu as percé. Forcément, tu es très sollicité. Il y a des marques, potentiellement des agences aussi qui veulent te faire signer en contrat, des fois avec des clauses, ce genre de choses. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ces débuts-là quand tu as été vraiment sollicité et comment tu as décidé que tu avais besoin d'une agence, d'un accompagnement un petit peu pour essayer de cadrer les choses et pas te faire avoir, on va dire, quand tu signes des contrats? C'est vrai qu'au début, moi, je connaissais personne dans le milieu de l'influence, dans tout ce monde-là. Du coup, c'est vrai qu'il y a des marques qui ont commencé à m'approcher, à m'envoyer des mails. Moi, j'avais aucune idée de combien mes vidéos peuvent valoir. Qu'est-ce que c'est un contrat? Qu'est-ce que c'est une auto-entreprise? Je connaissais rien. Et du coup, c'est vrai que d'entrer dans une agence,
ça m'a permis d'être accompagné et d'être cadré et de bien faire les choses et de laisser ces choses-là à des professionnels et de moi faire ma création de contenu. Voilà. Tu me disais, Vincent, quand on préparait l'émission, qu'il y a aussi parfois besoin que les créateurs de contenu soient représentés et protégés face aux agences. Ça peut arriver. Oui, c'est ça. C'est pour ça aussi que j'avais une question là-dessus. C'est parce que c'est vrai que donc l'UMIC va mélanger donc à la fois des agences, des créateurs de contenu, et les créateurs de contenu, c'est un discours qui revient régulièrement. Même Michou, il y a pas longtemps, il en a parlé. Il disait oui, il y en a qui abusent sur les contrats, sur les pourcentages, parce que donc les agences, quand ils font le relais avec les marques, prennent aussi un pourcentage en fonction. Des fois, il y a des gens qui se rajoutent dans la boucle et ils prennent aussi leur petite part, etc. Donc il y a des fois des pourcentages qui sont assez élevés. Il y a des grosses sociétés. On embrasse Webedia, mais ouais. Bah fais-le. Non, mais qui ont été vachement critiqués là-dessus et qui ont poussé. Enfin, il y a certains créateurs qui sont partis à cause aussi de ces pourcentages-là. Et je voulais simplement un petit peu savoir comment vous arriviez à l'UMIC, des fois à vous défendre contre vous-même un peu, parce que potentiellement il peut y avoir un créateur de l'UMIC qui peut-être va avoir un conflit avec une agence qui est aussi dans l'UMIC. Donc comment ça se passe là-dessus? Un des avantages, je trouve, un des avantages d'avoir construit ça ensemble. Déjà, c'est assez récent, hein. Ça fait seulement depuis le mois de janvier qu'on est officiellement constitué. Ça a déjà pris une plombe, rien que d'avoir les bons papiers, de les faire officialiser, d'écrire les statuts en bonne et due forme, etc. Et l'UMIC est organisé sous forme de collège, c'est-à-dire qu'en gros, les créateurs de contenu ont une voix, les agences aussi. On essaie de représenter tout le monde. Et le but, c'est pas juste que ce soit dirigé par des agences et que toutes les décisions viennent de là. Pour l'instant, c'est le cas parce qu'on avait cette nécessité de discuter avec les pouvoirs publics et de faire en sorte de protéger le secteur et de défendre ce qu'il vaut. Mais ensuite, plus tard, les créateurs auront vraiment leur voix et leur poids. Moi, quand j'ai commencé il y a 8 ans et quand j'ai monté mon agence, j'entendais déjà effectivement qu'il y avait quelques dérives sur les pourcentages. On voyait beaucoup de créateurs de contenu qui étaient déçus de l'opacité qu'il y avait entre les agences et les marques. Et je me suis dit, moi j'étais toute petite, j'avais pas de salariés, j'avais rien. Ma première démarche, c'était de me dire, mais comment je peux faire moi pour essayer d'attirer peut-être des créateurs pour qu'ils me fassent confiance. Je me suis dit, ok, je vais mettre en place un système de boîte mail partagée. Moi, tous mes créateurs, ils voient les échanges, les négos, les contrats, les tarifs, ils voient tout ça. Ah ouais, d'accord. Et finalement, ça a aussi inspiré d'autres agences et même d'autres en ont eu l'idée. Et donc, du coup, ça donne aussi une direction. Donc ça, c'est trop cool. Et je pense que si on veut que ça se passe bien, le but, c'est de se tirer vers le haut, pas vers le bas. Donc, si on sent qu'une agence, je sais pas, qui fait partie de l'UMIC ou autre, va trop loin, l'objectif, c'est qu'on puisse s'en parler et se dire, mais non, en fait, ça, on veut pas, on n'en veut pas. On n'a pas envie de donner cette image du secteur. Comme l'UMIC représente, on espère, majoritairement les gros créateurs de contenu, les plus petits et la plupart des agences, on n'a pas envie qu'on se dise qu'on a un tas d'arnaqueurs, quoi. Donc le but, c'est ça. On en a parlé un petit peu tout à l'heure des influx voleurs. Moi, je voulais quand même vous poser la question, ça va faire partie des sujets législatifs dont on parlera avec les députés tout à l'heure. Comment est-ce que vous, à l'UMIC, vous définissez ce que c'est qu'un influenceur? À partir de quel moment on est un influenceur? Déjà, on utilise le terme créateur de contenu. On n'aime pas le mot influenceur. Pourquoi? Déjà parce qu'il a été très mal connoté, puis même je trouve dans le nom il connote quelque chose, parce qu'en gros ça suggère que l'influence c'est une fin en soi, alors que la plupart des créateurs de contenu ils ont une passion, des messages, des valeurs, ils sont passionnés d'un truc, puis ils se mettent sur les réseaux, puis au final il y a des gens qui aiment bien, puis du coup qui suivent. C'est pas, les gens se mettent pas sur les réseaux pour influencer. C'est plus une conséquence qu'une personne veut influer. Je vois ce que tu au demeurant, je suis d'accord avec toi. C'est un terme marketing qui était fait pour les marques. Ça fait panneau publicitaire, alors que c'est pas la fonction première. Le terme est péjoratif, et par contre, il y a la pratique du marketing d'influence, effectivement, qui vise à du coup s'appuyer sur des gens qui ont une communauté pour faire des collaborations. Donc ça, ok. Mais les créateurs, à la base, se lancent pas spécifiquement pour ça. Il y en a qui le font, hein, mais en tout cas, c'est pas le but. Parce que maintenant, on sait, il y a beaucoup de jeunes qui fantasment sur le métier d'influenceur et qui se disent, je vais me lancer, c'est un moyen peut-être de gagner ma vie. Enfin, il y en a quand même. Et tant mieux. En fait, moi, je trouve que c'est un super espoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui, du moment qu'on a un téléphone, du moment qu'on a un ordinateur, on peut
se lancer. Si on veut gagner sa vie, à terme, c'est peut-être possible. Donc ça, c'est super. Mais voilà, on n'aime pas trop ce terme. Donc du coup, comment on en devient un? Moi, je pense qu'on peut tous l'être. Moi, mon boulanger, demain, s'il a envie de montrer ses recettes, comment il fait son pain, ça se fait grave sur TikTok, en fait, on le voit énormément. Ouais. On peut se retrouver à fédérer 1000, 10 000, 20 000, 100 000 personnes et puis être contacté demain par une marque de farine. Enfin... Et toi, Arthur, à partir de quel moment tu as commencé à en faire une activité? À quel moment tu as commencé à te définir par cette activité-là? En fait, moi, c'est arrivé tellement vite que j'ai pas vu les choses venir. C'était trop bizarre parce que à une période, du coup, sur TikTok, je gagnais quasiment 100 000 abonnés par semaine et c'était compliqué à comprendre et à avoir tous ces messages en même temps, des messages, la première fois qu'on m'envoyait des messages pas très cool, beaucoup de messages d'amour et c'était très compliqué à assimiler tout ça rapidement et je me souviens plus de la question, je suis désolé. Non, la question c'est à partir de... Mais tu as commencé à y répondre, à partir de quel moment est-ce que tu as commencé à te définir par ça? Mais toi ce que tu nous dis c'est que tu fais partie des personnes pour qui ça a été très rapide, c'est-à-dire que quasiment, je suppose, du jour au lendemain, tu as commencé à être confronté à des problématiques très différentes les unes des autres, d'un point de vue administratif ou fiscal, d'un point de vue gestion de campagne de haine et de cyberharcèlement, d'un point de vue création de compte. À mon avis, ça a dû être très dur pour toi. Exactement, et c'est pour ça aussi je pense qu'il y a des dérives, c'est parce que c'est souvent des jeunes, des très jeunes qui sont amenés à ça très rapidement et qui sont contactés pas forcément par les bonnes personnes aussi très rapidement et donc ça peut amener à des dérives quoi. Donc moi à quel moment j'ai compris, il n'y a pas vraiment de moment, c'est au fur et à mesure on comprend et on analyse, on se fait des connaissances et voilà, et c'est important d'être bien entouré je pense dans ce métier-là, quoi. Vincent, excusez-moi, j'ai parlé très vite, mais vous me connaissez. Vincent. C'est intéressant ce que tu dis sur le côté des jeunes qui, du jour au lendemain, se retrouvent vraiment projetés dans une forme de célébrité sur Internet et qu'ils ont besoin d'un accompagnement. Justement, à l'UMIC, à partir de quand, en fait, on peut adhérer? C'est quoi les critères de base? Et surtout, une fois qu'on est adhérent... Est-ce qu'on a le même poids que quelqu'un comme Squeezie? Parce qu'on parle de quelqu'un qui a 18 millions d'abonnés face à quelqu'un qui démarre peut-être, ce genre de choses. Voilà, comment, à partir de quand vous les intégrez et comment vous les intégrez pour s'assurer qu'ils ont autant de défense et de droits que quelqu'un qui est là depuis des années? L'UMIC est ouvert à tous les créateurs de contenu, donc même si on a 1000 abonnés, on peut rejoindre. Si on en a 5000, on peut rejoindre. Si on en a 10 millions, on peut rejoindre. Le but, c'est pas de... ça fonctionne par vote. Chaque voix est une voix, donc la voix de Squeezie va pas peser plus lourd que la voix d'Arthur ou la voix de mon boulanger s'il a envie de rejoindre la fédération. Tu veux vraiment qu'il rejoigne ton boulanger? Je n'ai pas de boulanger en plus à côté de chez moi, mais oui, il n'y a pas de regard par rapport à ça. Okay. Par contre, ce qu'on essaie de construire ensemble, au plus ils sont nombreux déjà, et au plus on peut avoir des avis différents et essayer de tenir compte des avis de tout le monde. Le travail le plus gros là, au sein de l'UMIC, c'est de créer la charte de bonnes pratiques. On essaye d'en faire une qu'on veut faire signer à chaque créateur qui rejoint l'UMIC pour qu'il s'engage à respecter un ensemble de choses, mais qui tiennent plus de l'aspect moral que de l'aspect légal. C'est sûr que dans la loi, on va pas mettre « c'est pas bien de parler de ça », donc l'idée, c'est pas ça. Mais par exemple, il y a un ensemble de pratiques ou d'habitudes qu'on a envie de laisser de côté pour que le secteur soit plus sain. Et on espère que les créateurs de contenu, petits ou grands, vont pouvoir nous donner leur avis et nous permettre d'avoir un bon document. On a été rejoint en visio avec de nouveaux influenceurs qui ont accepté notre invitation pour continuer à parler de ce sujet. On est notamment avec Sally. Sally, est-ce que tu m'entends? Salut à toi, merci d'avoir accepté de venir. Ça, c'est Gallo. Qu'est-ce qu'il y a? On s'est planté? C'était Gallo, l'agent de... C'était Gallo? Oui. Ah, mais ça, c'était pour plus tard. En régie, vous me dites. Sinon, il y a Ben, il y a l'éternel Ben qui est avec nous aussi. La régie, parlez-moi, dites-moi. Moi, je peux parler, j'ai des abonnés un peu et tout. Sinon... Abonnez-vous. Salut, bonjour, merci d'être avec nous. Sally, tu es toi aussi créatrice de contenu. Merci d'avoir accepté de venir passer une tête sur le plateau de Backseat. Toi, tu parles d'actu sur Insta et sur YouTube. Le nom de ta chaîne, je précise, c'est Crazy Sally. Sally, toi aussi, même question que celle que j'ai posée juste avant à Arthur. Tu as commencé quand et à quel moment tu as commencé à te définir par cette activité? J'ai commencé il y a 4 ans maintenant et j'ai commencé à me définir comme créatrice de contenu il y a 3 ans quand j'ai quitté mon taf en fait pour faire ça à temps plein. Ok, d'accord, donc depuis 3 ans. Toi aussi, tu as rejoint l'UMIC, même question, qu'est-ce que ça a été quoi ta démarche? Comment tu t'es retrouvée là-dedans? Tout simplement parce que j'avais envie d'être représentée par un organisme.
ça fait super longtemps que les créateurs de contenu disaient qu'on était un petit peu seuls dans ces métiers qui sont nouveaux, il faut le dire. Et j'avais envie de me sentir plus encadrée, plus représentée, et ça s'est fait du coup tout naturellement. Ok, d'accord. Est-ce qu'on est aussi avec Benjamin qui doit nous rejoindre? Pas encore, d'accord, il va arriver. Ok, excuse-moi. Il revient de manif. Il revient. Oui, non, mais en plus c'est vrai. Hein. Toi, en l'occurrence, sur ta chaîne Crazy Sally, tu parles de quoi? Je décrypte l'actualité, des sujets engagés, des sujets sociaux et puis des sujets de filles parfois. Donc des tutos cheveux, des vidéos de mode, en fait plein de choses à la fois. Et le plus important en fait, c'est de passer un message. Et le plus important pour toi, c'est de faire passer des messages. On va en parler tout à l'heure avec Benjamin, parce qu'évidemment, on a quelques questions à vous poser en ce moment. Vas-y, Vincent. Moi, c'est Vincent. Non, je sais. Oui, Sally, moi, j'avais une question parce que tu étais donc à l'Assemblée nationale en audition pour parler de ce projet de loi pour encadrer l'activité d'influenceurs. Il faut rappeler aussi que tu as une formation de juriste à la base. Donc, moi, ce que j'avais envie de te demander, c'est que tu avais émis des doutes un petit peu sur ce projet de loi en amont. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu quels étaient ces doutes? Et est-ce que tu as été rassuré par ton passage là-bas, sur tes échanges avec les députés, ce genre de choses? Voilà, comment t'es arrivé là-bas et comment t'en es revenu? Mes peurs concernant cette loi, c'était que je la trouvais un petit peu, éloignée de la réalité. Je trouvais que les définitions qui étaient utilisées pour définir un influenceur, pour définir des agents, pour définir notre travail en fait, de manière générale, je la trouvais un petit peu éloignée de la réalité, pas assez détaillée, pas assez précise. Mais le problème, c'est que justement, on a des métiers tellement polyvalents que c'est compliqué de les faire tenir dans un texte de loi. Et je trouvais que la loi pouvait un petit peu nous brider concernant les interdictions qui finalement ont été plutôt assoupli, plutôt adouci. Donc c'est vrai que pendant mon audition à l'Assemblée nationale, c'était agréable de voir qu'ils étaient à l'écoute et prêts à prendre en compte nos réflexions. Mais je reste quand même dubitative sur le point concernant la définition de l'agence, la manière dont on souhaite réguler les contrats et nos relations avec nos agents. Et de manière générale, la définition d'influenceur que je trouve encore un petit peu vague. Mais sinon, c'est vrai que c'était agréable d'avoir une discussion ouverte avec les parlementaires qui étaient en tout cas ouverts à la critique constructive, on va dire. Eh ben, écoute, ils seront avec nous sur le plateau tout à l'heure. On continuera cette discussion. On a aussi, nous, pas mal de questions à leur poser. On a été rejoint aussi par Benjamin Briot, Nota Bene. Salut Ben, est-ce que tu m'entends? Très bien, coucou de Tours. Merci d'être avec nous, Ben. Tu étais déjà venu sur le plateau de Backseat l'année dernière pour nous parler de ton rapport à la politique. Il se trouve que toi aussi, tu es créateur de contenu sur YouTube, sur la chaîne Nota Bene, où tu parles d'histoire. Est-ce que toi aussi, c'est quelque chose qui t'intéresse, le fait que les créateurs de contenu se fédèrent, s'organisent, dialoguent, essayent de faire progresser les textes de loi, etc. Mais oui, moi je trouve ça super. C'est-à-dire que aujourd'hui il y a encore un flou autour de notre activité et c'est bien de pouvoir éclaircir tout ça. C'est bien de pouvoir poser des limites à ce qu'il est décent de faire ou pas en termes de sponsoring, de publicité, de ce que vous voulez. C'est bien aussi de montrer que on fait un vrai métier, parce qu'encore aujourd'hui sur Twitter, tu vois, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit mais de toute façon youtubeur ça n'est pas un vrai métier. On en est encore là aujourd'hui en 2023 et c'est quand même dommage. Ouais. Donc je pense que c'est bien de se fédérer, non seulement pour le public, pour nous, pour la structuration de tout ce marché-là, et puis aussi pour constituer une force de négociation avec les plateformes directement, puisque on a toujours des soucis, que ce soit avec TikTok, YouTube, Facebook, autour de censure totalement absurde, que ce soit sur des mots, des thématiques, etc. Donc c'est bien de pouvoir se fédérer pour créer une force. Ouais. Est-ce que Karine, ça fait partie des guidelines que vous vous êtes donné avec votre organisation Lumic, de rentrer dans un bras de fer ou un rapport de force avec les plateformes sur les pratiques franchement scandaleuses de YouTube, sur la démonétisation par exemple? On sait que c'est un sujet qui est venu naturellement, bien que en ce moment, comme je le dis, on est tellement noyé pour l'instant par le temps politique qu'on essaie d'y mettre toute notre énergie. Mais l'objectif sur le long terme, et quand ce sera plus calme, ce sera justement de pouvoir porter la voix des créateurs. Et si la voix des créateurs, c'est de dire on n'est pas content et on est mis en danger par des décisions de certaines plateformes, il faudra qu'on puisse porter la voix. Et ce qui est génial, je trouve, c'est que j'imagine bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas un créateur qui va à chaque fois accepter de tout prendre sur lui, de se mettre à dos toutes les plateformes, lui tout seul, parce qu'il est suivi et
et qui va dénoncer quelque chose. Là, l'objectif, c'est de se dire, il y a une entité, entre guillemets, impersonnelle, qui va le porter pour eux, et du coup, ça va permettre de faire évoluer les choses aussi, quoi. Ok, d'accord. Benjamin, Sally, Arthur, est-ce que vous avez un mot à faire passer avant qu'on se quitte, pour les personnes qui nous regardent, pour le grand public, du coup, sur les métiers de l'influence? Arthur n'est plus là, excusez-moi, Arthur a dû nous quitter. Sally et Ben, est-ce que vous avez un mot que vous avez envie de faire passer au public qui vous écoute très nombreux ce soir? Sally. Si j'ai un mot à faire passer, je dirais que je remercie déjà sincèrement les parlementaires d'avoir pris le temps de discuter avec nous et de prendre en compte les réflexions qu'on avait concernant cette loi. Et puis au public, de toujours se souvenir que oui, effectivement, il y a des influenceurs qui peuvent avoir des pratiques frauduleuses, mais que la majorité des créateurs de contenu sont des personnes qui vivent de leur passion, qui sont des personnes créatives, qui cherchent juste à faire passer des messages et à faire entendre leur voix dans ce monde dans lequel nous vivons, Avant de nous quitter, excusez-moi, il y avait quand même un sujet qu'on voulait aborder avec tous les deux, Ben et Sally. On a quand même vu depuis une semaine un phénomène assez rare quand même sur les réseaux sociaux, du côté de ce qu'on appelle les influenceurs ou les créateurs de contenu. C'est des prises de position politiques dans l'actualité qui passionnent la France actuellement, notamment contre le gouvernement, contre sa méthode, sa réforme, etc. C'était quelque chose qui était peu attendu, on n'avait pas vraiment l'habitude. Toi, Ben, d'ailleurs, tu fais partie des personnalités qui ont pris position. Oui, je pense que, alors pour moi c'est important de le faire parce que j'ai mes convictions personnelles, que je me suis déjà engagé par le passé, même si il appartient à chacun de s'engager là-dessus. C'est-à-dire que moi j'ai pas envie qu'on mette la pression sur chaque influenceur, chaque personnalité publique en disant on prend position. Voilà, chacun fait comme il veut et parfois certains prennent position dans le privé et font beaucoup dans le privé sans que ça se voit sur la face publique de leur chaîne. Et il faut le saluer aussi. Maintenant, donc, chacun s'engage, mais je pense que c'est important quand on a des convictions de pouvoir les porter. Et je pense que c'est important en tant qu'influenceur de montrer, aux gens qu'ils sont pas tout seuls. Voilà. Donc moi. Okay. De mon côté, en tout cas, c'était important parce que que ce soit ma famille ou les proches, on n'est pas tout seul. Il faut penser aux autres aussi, et on se bat pas que pour soi. Et c'est pas forcément sur tous les sujets que tu aurais pu prendre position. Sally, est-ce que toi, ça t'étonne de voir des influenceurs aussi nombreux prendre position sur un sujet comme les retraites, par exemple? Non, parce que finalement, on fait partie de la société comme tout le monde. Donc, bien évidemment, on parle de choses qui paraissent peut-être parfois plus superficielles, mais parfois de choses beaucoup plus profondes et de plus réel qui touche tout le monde, à savoir par exemple aujourd'hui la réforme des retraites. Et ça fait plusieurs fois que je vois des influenceurs prendre la parole sur des sujets politiques. C'est pas que maintenant. Je pense que c'est juste que là, à l'heure actuelle, c'est un sujet tellement global et qui touche tellement qu'on s'en rend compte. Mais bien avant, j'avais déjà vu prendre des créateurs de contenu prendre la parole sur l'écologie, sur les rapports du GIEC. Franchement, je suis pas... c'est pas une nouveauté pour moi de voir ça en tout cas. Et justement, ça prouve encore que les créateurs de contenu sont bien plus engagés que ce qu'on pourrait le penser en fait. Vincent, toi tu observes de près cette émulation depuis une semaine autour des prises de position des personnalités politiques. Tu as fait plusieurs threads d'ailleurs sur Twitter pour documenter un peu ça. Oui, mais d'ailleurs je remercie les gens sur Twitter qui m'ont aidé un peu à essayer de relever un petit peu ces prises de position-là, parce que mine de rien, il y a eu un vrai effet boule de neige. Et on a vu, Ben, tu as partagé... Ah non, ça alors. Je crois que tu avais un truc sur Mario Kart. Oui, non, vous pouvez. Il y a aussi eu des mobilisations sur Mario Kart. Mais on avait quelques images. Juste, Ben, tu as pris une photo de toi en manif. Il y a Rivenzi aussi qui a partagé une photo. Puis on a vu d'autres influenceurs ces derniers jours, les uns après les autres, prendre position, faire des tweets, partager des liens vers des caisses de grève, ce genre de choses. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant comme ça, parce que moi, de mémoire, en tout cas, j'ai jamais vu une telle mobilisation de plein d'influenceurs aussi différents sur un sujet politique. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment intéressant. Il y a eu un vrai effet boule de neige. Après, effectivement, je pense qu'il faut nuancer pas mal de choses aussi là-dessus. Le fait que la réforme des retraites, elle est très impopulaire, et se mouiller sur le sujet, entre guillemets, c'est pas la chose la plus risquée. Hein. On n'est pas en période électorale où des influenceurs avaient déjà par le passé invité à voter pour certaines personnalités plutôt que d'autres. Mais globalement, ça crée moins de tension. Il y a une unanimité qui est beaucoup plus forte sur ce sujet-là. Tu veux dire qu'ils se mouillent pas trop, quoi? Ils se mouillent pas trop pour pas mal. Après, il y en a qui le font plus que d'autres, et je trouve ça très intéressant aussi. Il y en a qui sont donc allés en manifestation. C'est intéressant de voir comment une prise de position virtuelle, entre guillemets, se retrouve ensuite dans la rue. Je pense aussi il y a
je pense chez certains une forme d'opportunisme aussi, où ils ont dit il y en a plein qui prennent la parole, moi aussi je vais le faire. Ça coûte pas grand-chose de faire une story en mettant une vidéo de Brut ou de Hugo Décrypte et de mettre 1 ou 2 mots. Ça peut sensibiliser des jeunes à ce sujet-là et c'est très bien. Mais c'est vrai que sur un sujet comme ça, et surtout plus le temps passé, c'est vrai que, bon, voilà. Il y a aussi, je pense, des influenceurs qui étaient contents, je pense, de se valoriser aussi. Ok, d'accord. Ben, un mot de la fin. Qu'est-ce que tu auras envie de faire passer comme message, je sais pas, au pouvoir public, aux députés, aux politiques ou au grand public? Non, alors juste un petit truc juste avant, c'est vrai que les profils n'étaient pas aussi divers que ça, mais il y avait une grosse mobilisation pour la loi travail. El Khomri, il y a pas mal de vidéastes, bon, plutôt orientés politiquement, qui s'étaient engagés, qui avaient monté des streams, etc. Donc c'est pas une initiative comme ça, voilà. Mais effectivement, il peut y avoir des opportunistes aussi. Il appartient à chacun de se positionner. Bref, moi le message que j'aimerais faire passer, mais c'est surtout aussi au grand public, voilà, faut pas et aux autres, faut pas oublier que le YouTube d'aujourd'hui, l'influence d'aujourd'hui, c'est pas l'influence d'il y a 10 ans, ça a énormément évolué. Et même si aujourd'hui encore, il y a énormément de vidéastes qui sont dans des situations de précarité, et ça faut pas l'oublier, parce que vraiment, on voit que la partie immergée de l'iceberg, et on voit que les succès. Moi aujourd'hui, je gagne très bien ma vie. J'ai une équipe avec une 12aine de salariés, j'embauche pas mal de prestataires aussi. C'est une vraie économie, c'est une vraie machine, mais il y a encore plein de vidéastes qui restent précaires. Et il faut pouvoir réunir les conditions pour qu'ils puissent s'exprimer dans de bonnes conditions. Et c'est aussi pour ça que c'est bien de pouvoir se rassembler tous ensemble. Merci beaucoup Ben, merci beaucoup Sally d'être venu sur le plateau de Backseat, du coup, nous partager vos regards du coup sur cette organisation des influenceurs. Je vous souhaite bonne continuation et à très bientôt, j'espère. Karine, toi, ces prises de position des influenceurs, c'est quelque chose que l'UMIC veut renforcer, encourager, participer à la vie de la cité, au débat public? Je sais pas, et je suis pas sûre que ce soit le rôle de l'UMIC d'orienter les créateurs vers une prise de position ou non. Je pense que chacun est libre de la prendre ou pas. Par exemple, en ce qui me concerne, dans mon agence, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont en ce moment même en train de se faire gazer dans Paris avec des lacrymos. Mais voilà, chacun est libre. Nous, on est fiers des prises de position de chacun et on n'est pas... Nous, en plus, on défend plutôt le domaine de l'influence commerciale puisque c'est le travail d'une agence, mais on n'est pas du tout là pour orienter la ligne édito d'un créateur, et tant mieux d'ailleurs. Donc non, je ne pense pas que ce soit le rôle de l'UMIC. Ok, d'accord. Pendant qu'on continue à échanger, j'invite à nous rejoindre sur le plateau nos deux invités députés qui vont venir échanger avec nous, Arthur Delaporte et Stéphane Vogetta. Venez vous installer ici et là-bas sous les applaudissements. J'en profite pour rappeler à toutes les personnes qui nous regardent que nous recevrons Laurent Berger en invité politique dans la deuxième partie de cette émission pour réagir à la journée de mobilisation aujourd'hui. Et on a parlé tout à l'heure, on parle depuis tout à l'heure d'agences, de marketing, de placement de produits, etc. Je vous rappelle que le Before de Backseat peut être sponsorisé. N'hésitez pas, si vous êtes une marque, à sponsoriser cette émission. Et vous, chez vous, n'hésitez pas à faire un don pour soutenir cette émission. Elle est faite grâce à vous. Allez sur le Utip de Backseat. Merci pour votre soutien. Nous ont rejoint sur ce plateau, dans ce Before de Backseat, deux législateurs. Messieurs, merci d'être avec nous. Arthur Delaporte, député socialiste, merci d'être avec nous, député du Calvados. Tout à fait. Et on est aussi avec Stéphane Vogetta. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Stéphane Vogetta, vous êtes député des Français de l'étranger. Votre circonscription, c'est les Français de l'Espagne et du Portugal, c'est ça? Entre autres? Et d'Andorre et de Monaco. Et Andorre et Monaco, on les oublie pas, on les embrasse évidemment, sponsorisé Backseat, tout ça. T'as pas dit ça pour le Calvados. Mais pourquoi bon. Ouais, c'est vrai le Calvados, c'est vrai. Pourquoi est-ce que vous êtes sur le plateau de Backseat ce soir? Parce que tous les deux, vous êtes les co-créateurs d'une proposition de loi qui vise à encadrer les pratiques de l'influence sur Internet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui vous a pris? Comment ça s'est passé? Lequel des deux me raconte la genèse de ce projet? Stéphane me donne la parole, je me lance. Vous voyez, on a un duo plutôt bien fait, alors qu'il est dans la majorité, moi je suis dans l'opposition. En plus, en ce moment, ouais. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas la période la plus simple, mais on a créé une espèce de, ce que Stéphane appelle une bulle de paix, pour... Voilà, la paix. Ouais, je l'ai, enchaîne. Pour réussir à justement surmonter ce qui pouvait nous opposer par ailleurs. Bref, comment on a réussi à se retrouver sur ce sujet? Parce que finalement, il y a un consensus assez général sur le fait qu'il y a des dérives qui ont été constatées dans le monde de l'influence et qu'il fallait aujourd'hui un texte de loi, et ça a été évoqué finalement juste avant, pour essayer de définir ne serait-ce que ce qu'était qu'un influenceur et quels étaient ses droits et ses obligations, parce que, et Karine nous l'a bien confirmé aussi, parfois c'était pas très clair, et donc il fallait qu'on arrive à clarifier le cadre. Et donc moi j'ai réussi je me suis intéressé à travers le compte personnel de formation, qui a été un peu ma porte d'entrée
dans ce sujet et j'ai été tellement sollicité. Sur les arnaques CPF, c'est ça. Ah oui, d'accord, ok. Les arnaques CPF, j'étais tellement sollicité que je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'influence? Et c'est en creusant que je me suis dit, bon, il faut qu'on fasse une loi. Et Stéphane, je pense que tu as eu la. Et Stéphane Vogetta, pareil, vous avez vu des trucs popper sur Internet ou comment ça s'est passé? Moi, j'ai été interpellé sur les réseaux sociaux au cours de l'été, je pense, deuxième quinzaine de juillet, peu après nos élections respectives. J'ai été interpellé sur les réseaux sociaux et des gens me copiaient sur des histoires, effectivement, le fameux duel dont on parle tant. Et me disait, monsieur le député, est-ce que vous ne pourriez pas faire quelque chose? Alors je me disais, je ne connais pas grand-chose à cette histoire, je ne connais pas vraiment les intervenants. Moi, c'est vrai que je suis député des Français de l'étranger et ça fait 25 ans que je vis hors de France. Donc, je ne connais pas les stars de télé-réalité, je ne connais pas forcément tous les influenceurs dont on parle, mais je me suis dit, tiens, il y a un sujet. Donc, j'ai gratté. J'ai vu qu'il y avait vraiment une vraie problématique parce qu'il y avait des victimes. Et plus je grattais, plus je trouvais de victimes, plus je trouvais d'arnaques et de dérives. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que l'influence, c'est quand même un métier. En tout cas, une activité qui est super légitime, très suivie, avec des gens qui inspirent la confiance. Et il y a apparemment quelques cas isolés, mais qui sont en train de contaminer toute la profession, toute l'activité, avec ces dérives. Je me suis dit, bon, je vais essayer de travailler avec ça. Moi, je suis de la majorité, effectivement. Désolé, c'est pas la mode ces jours-ci, mais du coup, ça me donne l'opportunité de travailler avec le gouvernement. Donc moi, j'ai commencé à embarquer le gouvernement. Je leur ai dit, il y a un vrai sujet. Ils étaient d'accord avec moi. Quand on a décidé, fin de l'automne, qu'on allait vraiment faire quelque chose et qu'on allait agir, majorité et gouvernement, on a réalisé aussi qu'il y avait des députés de l'opposition, dont Arthur, mais d'autres députés aussi, d'autres partis, LFI, écologistes, qui s'étaient aussi positionnés, qui se préparaient aussi à mettre des textes dans le système, dans la machine à loi qu'est l'Assemblée nationale. Et avec Bercy, on s'est dit, il faudrait quand même essayer de concentrer tout ça et d'essayer de ne pas se tirer les uns sur les autres, de faire voter des textes contradictoires. C'est là que j'ai tendu la main à Arthur Delaporte, que je ne connaissais pas. Et il a fait confiance au produit. On s'est dit, on va donner une chance à la collaboration. Sans publicité. Et depuis, on avance ensemble. Mais c'est vrai quand on travaille une proposition de loi, je suis bien placé en tant qu'analyste pour constater ce genre de choses. C'est bien et c'est pratique d'avoir quelqu'un de la Majo parce que ça permet d'ouvrir la porte du ministère de Bercy. C'est-à-dire que si Arthur Delaporte, vous aviez travaillé avec un collègue insoumis, vous pouvez toujours courir pour avoir un rendez-vous à Bercy. Non, mais ce qui est clair, c'est que du point de vue d'un député d'opposition, et je veux dire, personne ne contestera mon statut de député d'opposition. Je pense que Stéphane a vu dans l'hémicycle sur les retraites que j'étais pas le moins combatif. Arthur est très lourd. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que quand on a commencé à discuter sur comment on pouvait travailler ensemble, sur ce sujet, il n'y avait pas de divergence majeure, profonde, et on se rejoignait sur les constats et aussi sur les propositions que j'avais travaillées de mon côté, puis sur celles que Stéphane avait travaillées de son côté. Donc on s'est dit, autant travailler ensemble. Et c'est vrai que quand, à côté de ça, Bruno Le Maire, parce que voilà, j'ai rencontré, avant qu'on se lance dans le truc, Bruno Le Maire, qui a dit, moi je suis prêt à ce que, du côté du gouvernement, on ne voulait pas forcément légiférer, mais si vous avez envie, on ne vous met pas de bâton dans les roues, voire qu'on vous accompagne. Donc plutôt porte ouverte. Ça s'est fait finalement de façon assez fluide. Et d'ailleurs, demain matin, il y a une conférence de presse à Bercy où Bruno Le Maire annoncera un peu les résultats de la consultation qui a été faite pour le monde de l'influence. Et voilà, je serai présent, tout en gardant mon hostilité à la politique menée par le gouvernement. Mais il n'y a pas que des 49.3, il y a aussi parfois des portes ouvertes, du dialogue et de la discussion. Voilà. Et en tant que législateur, c'est vrai que c'est une belle manière de montrer que le Parlement, quand il se saisit des choses et qu'il travaille en autonomie, parce que pour le coup, on a travaillé en autonomie, on a discuté de nos positions, et une fois qu'on les a, on les défend en commun, et on va chercher des arbitrages, mais on y va ensemble. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que voilà, moi, en tant que député de l'opposition, j'ai accès à des cabinets, à des administrations avec qui on peut échanger, ce qui n'aurait pas été le cas, en tout cas à ce niveau-là, si j'avais été seulement seul. Voilà. Vincent. Oui, moi j'avais une question, parce que vous disiez que vous ne connaissiez pas tous les influenceurs, parce que je pense que personne ne connaît globalement. Il y en a 50 000 à peu près, si je me trompe. 150 000. Il y a Jean Massier à connaître. Donc voilà, allez. Vas-y, continue. Non, moi ma question en fait, c'était à quel point vous étiez familier des créateurs de contenu, des influenceurs, de ce genre de type de contenu avant de vous intéresser dans ce cadre, on va dire, législatif. Est-ce que voilà, vous regardiez des vidéos de Squeezie, par exemple, ce genre de choses, et comment vous êtes un peu immergé dans cette culture-là par la suite, parce que mine de rien, il faut consulter les réseaux sociaux, voir comment les contenus fonctionnent, ce genre de choses. Je sais que vous êtes allé notamment chez Sam Zira, il me semble, expliquer un peu votre projet. Voilà un peu comment ça s'est passé, cette acculturation, on va dire, aux réseaux sociaux et aux créateurs de contenu
contenu pour tous les deux. En fait, ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux, c'est des bulles qui peuvent fonctionner en parallèle. Ouais. Moi, je connaissais la bulle Jean Massier, je connaissais la bulle Hugo Décrypte, je connaissais la bulle de l'histoire. Je suis historien, donc nota bene, ça fait partie de ceux que je connais et depuis longtemps. Mais derrière, c'est vrai que je connaissais pas forcément la bulle télé-réalité, parce que c'est pas des notifications que je vais avoir, c'est pas des vidéos qui vont m'être proposées. Enfin, vous connaissez comme moi comment fonctionnent les algorithmes, et donc je vais plutôt voir des vidéos caractère politique ou historique. Et donc, plutôt pas. Enfin, je connaissais pas cette sphère-là. Et c'est vrai que Sam Zira, quand il a vu qu'on intervenait là-dessus, il m'a contacté. Et ça a fait partie des moments où je me suis dit, tiens, il y a un sujet, parce qu'en préparant l'émission, en faisant l'émission et en rencontrant aussi dans une deuxième émission des influenceuses, là, je me suis vraiment familiarisé avec eux. Ouais. Stéphane Vogetta, ça regarde des vidéos le soir pour s'endormir ou pas? Écoutez, moi, ça vous a pas échappé. Je suis pas exactement de la génération native. C'est bon, en vrai, ça. Non, mais c'est vrai, maintenant, il y a un peu tous les âges. Un boomer, hein. On va laisser les choses à leur place. Mais ceci dit, c'est vrai que moi, je partais de plus loin. Je partais sans doute de plus loin qu'Arthur, ne serait-ce que parce qu'effectivement, je vis pas en France. Donc moi, j'étais assez familiarisé. Je regarde je suis assez souvent sur les réseaux sociaux, pas forcément sur TikTok et Insta, beaucoup plus sur Twitter, Facebook. Il y a aussi des influenceurs. Moi, je suivais pas mal d'influenceurs espagnols, en fait, ou hispanisants, parce que c'est mon pays de résidence, mes enfants parlent espagnol, c'est un peu la culture dans laquelle je suis embarqué. Et du coup, j'avais vu, comme ces dernières années, comment en Espagne, déjà, c'était devenu un sujet intéressant, parce que le départ de certains influenceurs, certains youtubeurs espagnols vers Andorre, précisément, ils sont pas partis en Dubaï, en Espagne, ils sont partis à Andorre. Ah, c'est à Andorre qu'on va les Espagnols, parce qu'en la plage, c'est plutôt le ski, voilà. D'accord, ok. C'est le critère, le ski plutôt que la plage. Okay. Voilà. Et donc, ça m'avait déjà interpellé. Et le sujet m'avait paru intéressant, l'extraterritorialité, la capacité à continuer à diffuser et à pouvoir diffuser l'information, les connaissances, des contenus éducationnels, en ayant la capacité de le faire éventuellement loin du pays auquel on s'adresse. Et ça m'avait déjà intéressé à l'époque. Et du coup, quand j'ai été interpellé l'été dernier, je me suis dit, tiens, mais effectivement, en France, il y a aussi ce problème-là. Le problème est différent. Et donc, je me suis intéressé. Et c'est là que j'ai découvert effectivement tout un monde que je ne connaissais pas. Et effectivement, donc comme à chaque fois, vous savez, quand on est un député, et Arthur le confirmera, on travaille souvent sur des sujets sur lesquels on n'est pas forcément des experts au départ. Par contre, là, on doit très 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 vite s'acclimater, apprendre, bosser, connaître à fond. Et une fois qu'on est en capacité vraiment de maîtriser le sujet, c'est là qu'on commence à faire des propositions, proposer des textes, voire même avoir un impact sur la formation de la loi. Et évidemment, je vois dans le chat qu'on parle d'Ibai. Évidemment, on embrasse le streamer Ibai, l'amitié franco-espagnole, tout ça, évidemment. Très bientôt, la Pixelloire. Karine, toi, tu crées une agence il y a 8 ans. 8 ans plus tard, tu reçois un coup de téléphone, ça parle député, Bercy, ministère. Tu réagis comment? T'es morte de trouille, tu dis enfin on va discuter, ou tu dis merde, c'est qui ces gens, qu'est-ce qu'ils me veulent? En fait, on avait plus ou moins entendu que peut-être ça allait être un sujet plus tard, il y a déjà quelques mois. Et comme ça fait longtemps qu'on est dans le secteur et qu'on ne savait pas trop comment se faire entendre, j'avoue que j'étais plutôt dans la dynamique de dire j'espère que s'il y a un truc, on nous demandera avant. Parce que bonjour, ce qui s'est passé en Belgique, quand on n'a rien demandé avant et on a vu les conséquences, en fait, ils ont décidé de légiférer. Et puis du jour au lendemain, ils ont décidé qu'en Belgique, et ils ont demandé l'avis de personne du coup, mais ils ont décidé que c'était une super idée en Belgique pour que les créateurs de contenu mettent dans leur bio, sur leur réseau, l'adresse du siège social de leur société. Oui, bien sûr. Ouais. Mais du coup, c'est leur maison. Pour la plupart. Donc voilà, en fait, ça donne un peu ce genre d'aberration-là. Donc moi, j'ai eu très peur quand j'ai vu ça et je me suis dit, j'espère qu'en France, on nous demandera notre avis quand il sera moment de le faire parce que ça peut avoir des conséquences graves alors qu'il suffit de discuter. Alors cette loi, justement, cette loi que vous avez coécrite tous les deux, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que vous prévoyez? À quelle sauce on va être bouffé? Dites-nous un petit peu, Arthur Delaporte. Bon, alors, je ne ferai pas de pub pour une sauce en particulier parce que voilà, nous, on est législateurs. Mais non, l'idée, c'est que déjà, on ne mange pas. Okay. Donc, on n'est pas là pour manger les créateurs de contenu, mais pour les protéger et pour faire en sorte qu'ils puissent avoir un cadre de confiance et de transparence. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. C'est la transparence, notamment quand on a une émission qui est sponsorisée, on le dit, on l'affiche. C'est pas plus compliqué que ça. Quand on a eu des avantages en nature en contrepartie d'une publicité, on le dit, on l'affiche. C'est finalement des règles de base. Quand on a une loi qui s'appelle la loi E20, qui dit qu'on ne peut pas faire de la pub pour de l'alcool quand il y a des mineurs qui sont en jeu, on ne le fait pas. Voilà. Et en fait, on va simplement appliquer à l'influence un certain nombre de règles qui s'appliquaient à l'ensemble du secteur, et notamment au secteur de la publicité. Il y a des sujets, je vous avoue, qui font débat, et sur lesquels on est encore en train de travailler.
Il y en par a exemple, Stéphane Vojetta, parce que moi, par exemple, il y a un sujet, je vous le dis tout de suite, je vais publier une tribune dans quelques jours sur le sujet, parce que je suis très inquiet à l'idée qu'on définisse légalement ce que c'est qu'un influenceur, ce que c'est qu'un média. Je suis assez radicalement opposé à l'idée que l'on crée des carcans administratifs, parce que, notamment pour l'expression politique, on risque d'avoir un débat public à 2 vitesses, avec les citoyens validés, certifiés par la DGCCRF et ceux qui ne le sont pas. Ça m'inquiète plus du côté du Parlement européen que du côté du Parlement français, mais on en reparlera. Stéphane Vojetta, c'est quoi les sujets sur lesquels il faut encore travailler et améliorer cette loi? Précisément, la définition de l'influenceur. C'est un point intéressant parce que nous, ce qu'on veut, c'est encadrer cette activité, qui n'est pas encore une profession, mais qui est une activité légitime, importante, de plus en plus importante, et de plus en plus d'entreprises, d'ailleurs, l'ont compris, des marques l'ont compris, et ils utilisent des influenceurs commerciaux au sein de leur stratégie commerciale et de publicité. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne définit pas les influenceurs. Et on ne régit pas la liberté d'expression. On ne les touche pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on définit des pratiques. L'influence commerciale. La pratique de l'influence commerciale. L'activité. D'accord. Uniquement dans le cadre de promotion faite en contrepartie d'une rémunération. Donc ça, c'est le seul cadre de nos actions. Tout ce qui se fait en dehors de ce cadre, on n'y touche pas. On ne touche pas les yeux. Il y a peut-être des choses qui seront interdites ou limitées ou régulées dans le cadre de l'influence commerciale, à savoir quand on fait de la promotion, mais la même chose, si on n'est pas payé par quelqu'un et si on ne fait pas la promotion d'un produit, on peut la dire, on peut en parler pendant des heures, et il n'y a aucune règle issue de notre texte qui va s'y appliquer. Ça, je pense que c'est le premier point le plus important qu'il faut que vous compreniez. Vincent. Oui, moi, il y a un point, je pense, qui est important aussi, c'est sur les moyens déployés, notamment la répression des fraudes. Il y a aussi sur le suivi, par exemple, effectivement, des contenus qui mettent en avant de l'alcool, ce genre de contenu. Il y a une masse de contenu à surveiller qui est délirante au quotidien. Tous les jours, il y a des contenus potentiellement problématiques et qui iraient à l'encontre des lois. La répression des fraudes, des associations comme Addiction France manquent de moyens et même il y a une personne chez Addiction France qui va revérifier les choses, etc. Là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous réfléchissez à ce sujet-là? Est-ce qu'il faut des moyens technologiques pour faire une espèce d'automatisation? Ou est-ce qu'il faut simplement beaucoup plus de personnes? Voilà, comment ça se passe à ce niveau-là? Arthur Delaporte. Le risque, c'est que si on fait de l'automatisation totale, on rentre dans une forme de société de surveillance avec... voilà, il y a quand même des dangers. Donc nous, on est plutôt pour le fait que les personnes signalent et que ça soit aux plateformes, et ça Stéphane pourra peut-être préciser, mais aux plateformes de réagir le plus rapidement possible. Et ça, le DSA va mettre en place des modalités, le Digital Service Act, qui va réguler au niveau européen les plateformes, va permettre d'avancer là-dessus. Mais nous, ce qu'on fait dans ce texte, c'est aussi qu'on va essayer d'intervenir en amont. C'est-à-dire que la loi, elle a aussi un caractère pédagogique, et le fait qu'elle soit là, qu'elle soit plus visible, on va dire, que des règles éparses, ça permet aussi de sensibiliser à la fois les producteurs de contenu et les consommateurs qui pourront signaler si les contenus leur paraissent ne pas rentrer dans ce cadre. Et enfin, pour la question des moyens de la DGCCRF, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, il y a 1800 agents qui enquêtent. Mais ces agents qui enquêtent, ils enquêtent sur tout. Partout, sur tous les sujets de la DGCCRF. La DGCCRF, c'est la répression des fraudes. Ils sont spécialisés. Ça demande beaucoup de temps pour un dossier. Voilà. Et finalement, on a été lundi dernier à la DGCCRF et on a vraiment constaté qu'il y avait besoin de faire évoluer un certain nombre de choses. Peut-être que demain, dans les annonces de Bruno Le Maire, il y aura des choses au niveau de la DGCCRF. On peut le souhaiter. Il faut qu'il y ait plus de moyens, et ça on le portera aussi dans le prochain budget, qui soient mis sur la table pour la DGCCRF, mais c'est pas simplement l'autorité des marchés financiers, l'ANJ qui régule les jeux, enfin vous voyez, il y a un certain nombre d'autorités qui aujourd'hui, l'ARCOM, qui ont besoin de moyens, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est impossible à vraiment surveiller, et d'ailleurs c'est pas forcément souhaitable, mais il faut qu'il y ait des autorités régulatrices qui soient en lien avec les plateformes pour faire supprimer les contenus quand ils sont signalés. Il y a d'autres propositions de loi qui ont été déposées sur le sujet. Je pense à vos collègues écolos, Aurélien Taché. Il y a du côté des Insoumis, il y a François Picmal et Nadège Beaumongoli aussi qui ont déposé des propositions de loi. Il y a encore un travail à faire. Il y a encore des améliorations, Stéphane Vojetta, qui vont arriver dans le débat. Nous, justement, ce qu'on a fait avec Arthur et avec l'accord du ministère, c'est justement essayer de faire travailler tout le monde ensemble. On a créé, non seulement on a notre loi, notre texte qui porte nos deux noms, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un groupe de travail avec une trentaine de députés. On a invité tout le monde à venir travailler avec nous. En particulier, évidemment, Nadège Beaumongoli, François Picmal, Aurélien Taché, qui avaient déjà travaillé sur le sujet, qui avaient déjà écouté, rencontré des acteurs et qui avaient des choses à dire. Mais il y a 30 députés finalement qui se sont joints à notre groupe de travail, qui sont venus travailler avec nous pour essayer de faire grandir, d'améliorer notre texte, faire des nouvelles propositions et débattre, parce qu'on ne peut pas tout mettre dans le texte non plus. Il y a des choses sur lesquelles, par exemple, comme la liberté d'expression, sur lesquelles on ne voulait pas se positionner, sur lesquelles on ne voulait pas aller.
Et il y en a d'autres sur lesquels on a pu améliorer un peu le point de départ qu'on avait. Donc ça a été un vrai travail collégial et qui, je pense, peut être un bel exemple en ces moments où parfois l'Assemblée nationale ne donne pas forcément la meilleure image en termes de capacité à échanger ou à se parler. Je vois qu'il y a le copain Simon Puech dans le chat qui pose la question du montant des amendes. On a aussi vu des amendes totalement ridicules qui ont été données contre des influenceurs qui gagnaient tellement plus avec leurs OP illégales qu'ils avaient largement intérêt à faire ça. Donc il y a aussi un travail qui est fait du côté des sanctions. Qui sera sanctionné? Ce sera quoi? La plateforme, l'influenceur, son agence Stéphane Je donne bien avec Arthur, en fait. Oui, je vois ça. Oui, ça, je peux en parler. Dans le texte, il y aura des sanctions qui sont parfois élevées, avec des peines de prison, avec des montants élevés. Mais c'est pas une imposition, c'est des sanctions maximales. Après, c'est le juge, une fois qu'il est saisi, qui décide sur la base d'un dossier, d'une enquête, etc. Mais nous, on pense qu'on ne fait pas cette loi pour punir des gens, pour ramasser des amendes, pour envoyer des gens en prison. D'accord ? On fait cette loi pour encadrer le secteur, pour encadrer cette nouvelle activité. Et surtout, on fait cette loi pour modifier un peu l'état d'esprit et inciter les gens à modifier leur comportement. Et surtout, par exemple, pour inciter les plateformes. Merci. On veut que les plateformes se responsabilisent. D'accord ? Et ce qu'on fait avec cette loi, c'est qu'on lance un message. On dit maintenant, les règles sont claires. Les interdictions, c'est ça. Les obligations, c'est ça. Et si quelqu'un ne les respecte pas, eh bien, il y aura des signaleurs de confiance et des autorités administratives françaises qui auront un canal direct avec les agences, avec les plateformes, et les plateformes seront dans l'obligation, en application des règles de Bruxelles, qu'on réplique dans notre loi, seront en obligation de réagir. Et c'est ça qui va faire bouger les influenceurs. En tout cas, ceux qui vont à l'encontre de la loi. Parce que ce qui motive, en tout cas ce qui va dissuader les gens de faire n'importe quoi, c'est pas la menace d'une amende. Non. C'est la menace de se faire fermer son compte. C'est ça la réalité. Et ça, je pense qu'on va y arriver à travers ce texte. Et c'est vraiment l'objectif final qu'on poursuit. Karine, on a été rejoint par Gallo Diallo que j'invite à venir avec nous. Il est ton vice-président, donc il est vice-président de l'UMIC. Salut Gallo. Salut Gallo. Gallo, je le disais, donc toi tu es vice-président donc de cette fédération professionnelle, tu es fondateur de l'agence Smile Conseil. On vient d'entendre les députés que tu connais, voilà, vous avez échangé, vous avez discuté. Comment est-ce que tu juges, toi, ce travail législatif, cette régulation qui va arriver? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, que ça va dans la bonne direction? Est-ce que ça ouvre des pièges? Comment tu vois les choses? Non, moi je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet déjà d'entamer la discussion. Je pense que c'est une bonne chose aussi de rappeler les règles qui sont déjà existantes. Et on a beaucoup échangé du coup avec les députés, entre autres autour de ces sujets. Et je pense qu'il faut juste qu'on se comprenne. Il faut vraiment instaurer le dialogue pour qu'on explique bien nos métiers, pour qu'on explique bien la nuance entre les différentes caractéristiques de ce métier, entre les différentes typologies de créateurs de contenu. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un travail assez abouti. Il manque encore certains points sur lesquels on doit encore échanger, mais je pense que globalement, il y a une meilleure compréhension de qui on est, de notre marché, de ceux qu'on représente. Et ça va dans la bonne direction. Et les plateformes, de leur côté, est-ce que tu sais si elles regardent cette évolution législative avec un regard qui les inquiète? Est-ce qu'elles sont contentes? Est-ce qu'elles essayent, elles, de tout foutre sur le dos des influenceurs en disant c'est pas nous, c'est pas nous? Comment elles réagissent à ça? On connaît les plateformes, c'est assez difficile de les faire bouger et on peut les faire bouger qu'ensemble, entre guillemets, avec du coup la loi et en plus l'opinion publique et en plus du coup la fédération et tous les professionnels qui l'entourent. Mais je pense que ça réglerait une très grosse partie du problème avec une meilleure implication des plateformes et un renforcement des moyens de la DGCCRF. Karine, c'est aussi un appel de tes vœux, de l'UMIC, que les plateformes soient plus responsables? Ouais, totalement. Et là-dessus, je pense qu'on a été écoutés dans nos dialogues avec vous deux et même avec Bercy, parce que au tout début, on s'était dit la dynamique, c'est qu'au final, tout va reposer sur les créateurs de contenu, alors que finalement, la chaîne de valeur, elle est bien plus loin que ça. Je pense que l'annonceur, il a une responsabilité, parce qu'il sait ce qu'il vend et il sait ce qu'il faut faire ou pas faire. L'agence a une responsabilité, le créateur a une responsabilité, mais les plateformes aussi. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourra faire ce qu'on veut, et même, je pense, la DGCCRF a pas assez de moyens, c'est évident, mais on voit bien que le temps de la sanction, il est toujours long, voire trop long, et le seul truc qui peut vraiment faire peur à un créateur de contenu aujourd'hui, c'est de perdre son compte, c'est comme ça qu'il communique. Donc si aujourd'hui, et même depuis Dubaï, les plateformes ont les moyens de couper un compte s'ils s'adressent majoritairement à une audience française. Donc voilà, on voudrait un petit peu uniformiser les sanctions. D'ailleurs, on est sur Twitch aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut... le niveau quand même de surveillance est hyper élevé, je trouve. On peut facilement se faire strike, facilement être rappelé à l'ordre.
Et ce n'est pas le cas de, par exemple, Instagram ou d'autres plateformes qui sont peut-être un peu plus difficiles à aller chercher dans les sanctions. Donc voilà, les plateformes, pour moi, ont une énorme responsabilité. On arrive à la fin de nos échanges. Il me reste à vous remercier. Karine Fernandez, donc présidente de l'UMIC, Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados, Stéphane Vogetta, député Renaissance des Français de l'étranger, et Vincent Manilève, qu'on retrouve sur tous les bons réseaux sociaux. C'est Arthur Delaporte. Ouais, juste un petit élément de calendrier. Alors oui, c'est quoi la suite du programme ? Justement, parce que ça arrive la semaine prochaine en séance publique dans l'hémicycle. Donc à partir de, en gros, mardi soir en milieu de soirée et mercredi soir, on pourra débattre de ça avec les collègues et vous verrez qu'il y aura des sujets sur lesquels on ne sera pas forcément d'accord, sur lesquels on va essayer d'avancer, notamment la question des jeux en ligne, de la publicité pour les jeux en ligne. Ça fait partie des sujets encore en débat et je pense que ça sera intéressant aussi d'en discuter avec les collègues et le ministre. Donc à suivre de près la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous pour ces échanges. Merci beaucoup Karine d'être venue sur le plateau de Backstage. On vous attend dans le mic, hein. Ouais, on verra. Merci Gallo Diallo d'être aussi venu intervenir. Merci à tous les copains et les copines influenceurs et influenceuses qui sont venus parler de ce sujet. C'est la fin de ce Before, chers amis. On se met un générique et on se retrouve juste après pour la reprise de Backstage.